Il est 13h. Le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire, la force de la parole, c'est le titre de l'ouvrage que vient de publier notre compatriote Serge Brice-Ngojo aux éditions du Panthéon, un livre qui démontre le pouvoir de la parole d'un individu. Le 34e sommet de l'Union africaine se tient ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie. La culture, le patrimoine à l'honneur de cette rencontre. Enfin, sport, dans le cadre du championnat d'Afrique des nations de football, l'on joue ce week-end pour les matchs de classement et pour la finale. Les détails avec Veka Brisnan. Voilà pour les titres. Les détails dans un instant. Encore une fois, merci d'être des nôtres pour suivre cette édition d'information. En ouverture, cette audience entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et le diplomate récemment à Libreville, au centre des échanges de la coopération entre le Gabon et la nation des Caraïbes. Les deux pays entretiennent une relation dynamique dans plusieurs secteurs tels que la santé. Raymond Savou, les détails. Les discussions nouées entre Rose Christiane Souka Raponda, la chef du gouvernement, et le diplomate cubain accrédité en République gabonaise permettent d'ouvrir de nouvelles voies de coopération dans plusieurs secteurs. Lusif Saden Tassé, ambassadeur de la République de Cuba. On a évoqué le secteur de coopération que depuis très longtemps, dans le domaine de la santé publique, on essaye de développer quelque chose dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'agriculture. On a évoqué aussi les accords qu'on est en train d'avancer pour la signature de quelques accords. Et, par exemple, au secteur sportif, dans le domaine de la justice. Cette rencontre des deux personnalités aura été l'occasion de passer en revue les questions bilatérales et internationales. Les résultats de cette relation, c'est vraiment positif. Et avec ça, on donne réponse à les expectatives de votre chef d'État et de ce qu'il nous a demandé pendant sa dernière visite à Cuba en juillet 2017. Et depuis lors, on a commencé à donner des petits pas pour arriver finalement au bout d'une coopération vraiment fructueuse entre les deux pays. On a aussi traité des aspects de la situation interne à Cuba à propos de la Covid. Et au plan international, les problèmes de l'affectation de blocus à cause de la politique nord-américaine envers Cuba, les dernières décisions de l'ancien président nord-américain d'inclure à Cuba dans la liste des pays qui soutiennent le terrorisme, c'est quelque chose injustifié et irréel, parce que ce n'est pas la politique de Cuba, ce n'est pas l'exemple que Cuba a donné au monde, mais c'est un problème de politiser la relation entre deux pays. Les relations entre Libreville et La Havane ont été établies le 26 mars 1974. Depuis lors, les deux pays ont développé des liens positifs et ont confirmé l'existence de vastes potentialités à exploiter dans un intérêt mutuel. C'est ce samedi 6 février 2021 qu'a lieu le deuxième tour de l'élection des sénateurs à Malinga et Bitam. Deux sièges à pouvoir qui vont mettre en prise Banaka Ngonda du PDG et Pierre Ngosanga du parti Les Démocrates, deux candidats qui auraient reçu le blanc-seing inconditionnel de leurs différents camps politiques la veille de la fin de la campagne sénatoriale. Dans le chef-lieu du département de la Loétie, Bibaka, et qui de Pierre Ngosanga et de Binaka Ngonda sera élu sénateur de Malinga. La réponse, ce sera certainement à 19h30 lors de notre prochaine édition d'information. À Bitam, par contre, Emmanuel Ondo Metogo du Parti démocratique gabonais pourra remporter ce scrutin, d'autant plus que son challenger de démocratie nouvelle aurait jeté l'éponge.
Et puis un peu d'histoire dans cette édition d'information sur Libreville, la capitale gabonaise. Ce nom baptisé pour la première fois par Boué Viomez, du village fondé en 1849 derrière le futur bâtiment officiel du plateau destiné à remplacer le fort d'Omad. Avec Edgar Kaba, redécouvrons les facettes de cette ville. Ce village, Libreville, est créé d'abord afin d'accueillir les esclaves Vili libérés du navire négrier brésilien, nommé l'Elysia, arraisonné au large des côtes de Luango alors que la traîne négrière est formellement interdite depuis 1848. La construction d'un quai est un des éléments catalyseurs de la création de Libreville. Professeur Messi Menant, historien du Gabon au département d'histoire de l'université Omar Bongo de Libreville. Ce qui permettait d'accéder à la zone de Libreville qu'on appelle le plateau. Le plateau qui est à peu près la zone où vous voyez la présidence de la République. Et ça permettait d'arriver jusqu'à ce qu'on appelle Montagne Sainte. Voilà. Donc toute cette zone-là, c'était des villages des esclaves. Et ce qui permettait d'y accéder. Lorsque la traite est abolie et que les Français justement surveillent la côte pour empêcher justement à des négriers d'entreprendre une traite clandestine et que le bateau Elysia qui contenait 200 esclaves est appréhendé, l'administration coloniale va tout faire pour que ces esclaves qui ont été capturés reviennent à Libreville, c'était les Luango, reviennent à Libreville et que sur cet espace-là du plateau, on puisse constituer des villages où effectivement on avait envisagé l'implantation de cultures d'exploitation. Donc vous voyez, il y a toute une histoire qui explique l'origine de Libreville, notre ville capitale, celle qui est la vitrine de notre pays. Dans le golfe de Guinée, 27 hommes de 13 à 24 ans, 23 femmes de 18 à 22 ans et 2 enfants d'1 an sont embarqués à Gorée le 19 mars 1847 dans la Dôme et parviennent fin avril au Gabon. Les Français les font se marier et élire un maire nommé Mounier. Ils sont installés par couple dans les cases du village de Libreville le 17 octobre 1849. Libreville, notre belle cité capitale, prend alors forme. La culture à présent, la force de la parole, premier ouvrage de l'écrivain gabonais Serge Brice Ngodjou, publié aux éditions du Panthéon à Paris, septembre 2020. C'est un ouvrage qui démontre le pouvoir de la parole, quelle que soit l'appartenance sociale de l'individu. Suivons ce reportage d'Edgar Kaba. Ingénieur financier, par ailleurs inscrit en recherche en mathématiques de l'Université de Lille, en France, aujourd'hui écrivain, il vient de commettre son premier ouvrage. C'est un corpus de 35 pages, intitulé La force de la parole. Il s'agit de Serge Brice Ngodjou qui nous parle de son livre. Dans La force de la parole, il est question, un peu comme dans le discours de la méthode de René Descartes, il est question de passer des réflexions au travers d'une fable. C'est-à-dire que je raconte mon enfance, jusqu'à ce que j'ai 18 ans pour aller en France continuer mes études, mais ce n'est pas que du raconter. L'idée, c'est d'avoir une histoire sur laquelle on peut abstraire des concepts, abstraire des réflexions qui sont opératoires chez les lecteurs. L'idée, pour moi, c'était de fournir un maximum de réflexions pour que les lecteurs puissent s'y retrouver, mais surtout pour qu'ils soient rentables pour eux. Le maître d'œuvre nous délivre le message essentiel retranscrit dans cet ensemble de pages destiné à tout lecteur et citoyen de toute catégorie. L'idée de la force de la parole, c'est de faire prendre conscience au lecteur que la parole a une force et qu'il pourrait utiliser cette force à bon escient pour que l'impact derrière soit l'impact attendu, soit l'impact escompté, pour que l'impact derrière soit bénéfique. Et c'est un outil qui est foudroyeur et qui traverse les classes sociales. Selon Serge Brice Ngodjou, les mots que nous employons ont une portée inquantifiable pour avancer indépendamment du rang social, du sexe ou du niveau intellectuel. Il s'inscrit dans le chapitre de René Descartes qui dit « La parole a plus de force pour persuader que l'écriture ». Allons à présent à la découverte des petits métiers qui payent, qui nourrissent l'homme. Jean Paulin en a fait l'expérience, installé à son propre compte depuis 25 ans, il a pu se réaliser. Caroline Mombé la rencontre. C'est un autodidacte formé en menuiserie. Aujourd'hui, âgé de 48 ans et père de 4 enfants, Jean Paulin a amplifié ses connaissances dans le domaine du bois, secteur d'activité dans lequel il exerce depuis son adolescence. Je suis menuisier. Déjà, j'ai aimé ce métier. Dès mon jeune âge, j'avais quelqu'un qui travaillait, qui faisait déjà ce métier, un vieux papa. Et de temps en temps, après mes études, mes temps perdus, je venais de temps en temps lui donner un coup de main. Et ça m'a intéressé. Alors, je me suis lancé dans ce
métier-là. Depuis 1996, j'ai été formé sur le tas. Je ne suis jamais allé à l'école. Parmi ses réalisations, on note des placards, des portes et autres meubles de maison. Ce travail du bois lui a permis de se réaliser. C'est ce métier qui me fait vivre, je peux dire. J'envoie mes enfants à l'école et je me suis marié avec. Bien sûr, j'ai construit avec. J'habite une très belle maison et je suis propriétaire, je suis véhiculé. Je veux déjà initier mon fils, mais je veux qu'il fasse plus que moi, puisqu'il y a déjà la structure qui est là. Demain, peut-être quand je serai fatigué ou quand je ne serai plus, il va venir développer cette structure-là mieux que moi. Une relève bien assurée au regard de l'engagement de son fils à continuer l'activité familiale. Je suis élève et j'apprends ce métier car c'est un métier d'avenir. Il m'offrira beaucoup d'opportunités et me permettra de développer la structure de mon père. Pour Jean Paulin, seul le courage et surtout les efforts payent dans un pays où les autorités mettent l'accent sur la valorisation du bois et pour une meilleure relance de l'économie. Et puis le comité des femmes sages de l'église Buisson Ardent vient de tenir un point de presse à Libreville. La rencontre a permis à ses membres de faire le point sur les maux qui minent l'an 2020. Le point avec Roland Sylvani Ondem. En cette période difficile due à la pandémie du Covid-19, les activités du Comité des femmes sages ardentes ont été impactées par cet ennemi du XXIe siècle. Evelyne Olomo, présidente du dit comité. Nous avons quand même eu à faire des petites activités, mais pas de manière approfondie. Et ces activités étaient beaucoup plus sur l'assistance sociale. Et en dehors de cela, juste les exhortations, les sensibilisations, les interpellations des unes des autres. Par exemple, quand ils nous abordent sur un sujet particulier, si par exemple une maman a des difficultés dans son foyer, elle peut nous interpeller pour demander conseil. Et nous étions à la disposition de toutes ces mamans-là. Ou alors celles qui ont maille à partir également avec leurs enfants, les enfants difficiles, les temps de prière, les temps d'intercession et de soutien des unes des autres, comme la parole de Dieu le dit, porter les fardeaux les unes des autres. Au regard de l'actualité qui fait la une, celle liée à la dépravation des mœurs en milieu scolaire, ces femmes ardentes ne sont pas restées bouche cousue. Quand nous commençons d'abord dans nos familles respectives, le père donne un règlement intérieur, des directives pour suivre les enfants. Je ne veux pas que les filles s'habillent de telle manière, que les garçons boivent, que vous preniez de la drogue. Pourquoi le père prend toutes ces dispositions? Parce que le père veut le bonheur de ses enfants. Et de l'obéissance de ces instructions du père, derrière cette obéissance-là, c'est la réussite même de l'enfant ou de la famille. Et un enfant qui n'obéit par exemple pas aux instructions de son père ou de sa mère, sachez déjà que c'est un enfant qui se met à l'écart. Il n'a pas été obéissant aux paroles ou bien aux instructions de ses parents. Pour dire quoi? Pour dire que toute bonne société doit être fondée sur l'obéissance. Notons que quelques femmes sages séjournent actuellement hors du Gabon où elles assistent à un séminaire sur invitation d'une ONG entrepreneuriale. Suite à l'affaire de la pédophilie à Port-Gentil, eh bien, les présumés coupables ont été mis sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil. Reportage de Pumondji, Ludwine Djembi pour les détails. Après près de 2 semaines placés en garde à vue au commissariat central de police de Port-Gentil, les présumés pédophiles de l'affaire qui défraie la chronique dans la ville ont été présentés devant le procureur de la République qui les a aussitôt mis sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil. Les faits remontent au 18 janvier dernier lorsque le procureur de la République signalait aux enquêteurs du commissariat central un cas de viol commis sur un mineur nommé Ngondo Capone Prince, âgé de 16 ans, et dont l'auteur serait son père, nommé Capone Edgar, en complicité avec sa concubine Mbouy Eyan, et dont le dernier acte remontait au 13 janvier 2021 au quartier Nchengue, dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil. À la lumière des témoignages de la jeune victime, il ressort que ces derniers agissaient en bande organisée avec les présumés Mburu Akendengue Wilfried et Mungara Achille alias Mourangu. Moi je dirais qu'on le condamne, c'est tout, que la loi fasse son travail. La loi gabonaise
jeunesse doit le traduire en justice et puis il doit répondre de ses actes. Le monsieur doit être traduit en justice avec ses collègues et être enfermé même pour des années, même si c'est 40, 50 ans, 60 ans, même mourir là-bas, parce que son acte n'est pas correct en fait. On ne peut pas violer son fils qu'on a produit soi-même, c'est pas bien. De ce qu'il ressort, la victime, le jeune prince, aurait également abusé sexuellement de son cadet âgé de 11 ans avec la complicité de leur père. Au moment où nous émettons, les présumés violeurs, pédophiles et incestueux méditent sur leur sort à la prison centrale de Port-Gentil. Affaire à suivre. Radio Mandji, Lidwin Djembi pour Radio Gabon, la référence. Et puis cet hommage à titre posthume, Franck Donald Mbundu Musunda, maître major du contingent gabonais de la MINUSCA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité en République centrafricaine, a reçu les hommages de la République hier donc au camp Aïssa. La cérémonie a été présidée par Madame le Premier ministre Rose Christiane Osuka Raponda. Reportage Issa Steve Mefan. L'ensemble de la communauté militaire composant les forces de défense et de sécurité se sont recueillis pour la mémoire de leurs frères d'armes et ont rendu un dernier hommage au premier maître-major Mbundu Musunda pour les services rendus à la liberté et la paix. En cette occasion d'honneur funèbre, il a été élevé à titre posthume, une cérémonie ayant commencé après le passage en revue des troupes par le Premier ministre Rose Christiane Osuka en compagnie du ministre de la Défense. Des honneurs articulés en 4 phases, l'arrivée et l'exposition de la dépouille, suivi de la remise des médailles de reconnaissance, notamment le galon de premier maître et la médaille de l'ordre national, et élevé au grade de chevalier par le gouverneur de la province de l'Estuaire, représentant le chancelier empêché. Maître-major Mbundu Musunda Franck Donald, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décore de la médaille de reconnaissance des forces armées à titre posthume. Maître-major Mbundu Musunda Franck Donald, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les insignes de grade du galon de premier maître. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons ce jour chevalier de l'ordre national du mérite gabonais. L'oraison funèbre a été dit par le directeur des opérations de la Marine nationale, le capitaine de corvette Igwe Abdoulaye Franck, corps du regretté disparu. Selon le général d'armée Pierre de Villiers, les militaires vivent chaque jour avec la préoccupation de la mort. Celle que l'on peut donner si nécessaire et celle que l'on reçoit non par accident mais par engagement. Attiré par le métier des armes, le jeune Mbundu Musunda Franck Donald intègre la Marine nationale le 1er août 2014 en qualité d'élève sous-officier d'active. Durant sa carrière, il accède au grade 2, maître le 1er janvier 2016, maître-major le 1er juillet 2019, premier maître ce 5 février à titre posthume. Recouvert du drapeau national, les honneurs militaires et civils lui ont été attribués à ce valeureux et digne fils du Gabon par un discours circonstanciel du Premier ministre au nom du président de la République, Rose Christiane Osuka, Premier ministre, chef du gouvernement. À vous, Premier maître-major Mbundu Musunda, je voudrais maintenant m'adresser très humblement à vous. Vous aviez exercé le choix libre, le choix noble de consacrer votre existence, toute votre existence, à une cause plus grande que vous, avec la conscience que votre destin ne vous appartiendra plus tout à fait. Vous n'avez pas hésité et vous n'avez pas reculé. L'amour de la patrie et votre inclination à servir la République étaient plus forts que tout. Vous avez fait vôtre les vertus militaires de détermination, de discipline, de fidélité, de courage et d'honneur. Votre famille et vos amis vous pleurent. Vos frères d'armes ne vous oublieront jamais, ayant le regard droit pour vous rendre honneur et l'honneur qui vous est dû. Après la cérémonie de reconnaissance des Nations Unies le 26 janvier à Bangui, un dernier hommage lui a été dédié par la nation à titre posthume. Adieu soldats, ton courage a été récompensé.
Hors de nos frontières, le 34e sommet de l'Union africaine qui se tient ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie, la culture, le patrimoine comme thème. En pleine pandémie, l'Union africaine met la culture à l'honneur, n'est-ce pas, Patrick Nzingi? Art, culture et patrimoine, un levier pour construire l'Afrique que nous voulons. En pleine pandémie de Covid-19 et après faire taire les armes en 2020, le grand thème choisi pour le sommet annuel des chefs d'État et de gouvernement a de quoi surprendre. Bien sûr, la réponse sanitaire face au coronavirus et les différents conflits en cours devraient figurer en bonne place au programme des discussions. Hier, Joe Biden, le président des États-Unis, a adressé un message aux chefs d'État qui participent à la rencontre. Il explique vouloir engager son administration dans un travail commun avec les pays du continent. En Centrafrique, l'Assemblée nationale a voté par acclamation une prolongation de l'état d'urgence pour 6 mois. Cette décision suscite des inquiétudes au sein de la société civile qui s'inquiète d'un certain nombre de dérives observées depuis que celui-ci est instauré. Enfin, au Burkina Faso, se dirige-t-on vers un changement de stratégie dans la lutte contre le terrorisme? La question se pose depuis les propos tenus par le Premier ministre en marge de son discours de politique générale. Christophe Dabiré a affirmé qu'il n'excluait pas de négocier avec les groupes djihadistes. Merci Patrick pour toutes ces informations. Le sport dans ce journal, c'est avec vous, Vekabrice Non, déjà confortablement installé dans ce studio. D'abord, bonjour. Bonjour Marie-Clotilde Bingouma. L'actualité sportive en Afrique reste dominée par le CHAN qui se joue ce week-end pour le match de classement aujourd'hui et puis la finale demain dimanche à Yaoundé. Oui, une finale qui mettra aux prises deux des meilleures équipes de la compétition, à savoir le Mali et le Maroc. Le Mali pour avoir sorti difficilement le Sili national de Guinée-Conakry à l'épreuve de la fatidique épreuve des tirs au but et le Maroc au-dessus du lot contre le pays hôte, balayé en demi-finale mercredi dernier 4-0. Mais auparavant, il y aura cet après-midi un match pour la 3e place, synonyme de trophée de consolation. C'est celui qui va opposer la Guinée-Conakry aux Lions indomptables du Cameroun. Un match de classement qui s'annonce aussi âprement disputé au regard de la qualité des forces en présence. La Guinée est une équipe difficile à manœuvrer et les Lions indomptables du Cameroun jouent à domicile devant leur public et sur leurs propres installations. Ce sera un choc en perspective. Et puis il faut ajouter à ces matchs du CHAN l'Assemblée générale que tient la Confédération africaine de football ce samedi, des travaux dirigés par le malgache Ahmad Ahmad et réhabilités par la TAS, tribunal du sport, et qui se porte même candidat à sa propre succession pour l'élection du président de la CAF en mars prochain. Et puis Vekabrice Non, l'international gabonais des Panthères Aaron Apinangoy, qui évolue en première division turque, sera indisponible pour plusieurs semaines. Oui, pourvu que cette indisponibilité ne porte pas préjudice à l'équipe nationale de football du Gabon qui s'apprête à recevoir son homologue de RDC dans un peu plus d'un mois à Franceville dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Aaron Apinangoy Ondele, sociétaire du club turc de Sivasspor, souffre d'une lésion à la cuisse droite contractée le 31 janvier dernier lors de la rencontre de Super League entre son club et Alanya Sport, vainqueur du match 3-1. Le retour du défenseur des Panthères du Gabon sur les pelouses du championnat de Turquie de première division est prévu pour le 1er mars prochain. Un prompt rétablissement lui est vivement souhaité pour intégrer dans les meilleurs délais l'axe central de la défense gabonaise qui en aura vraiment besoin en mars prochain contre les Léopards de RDC et les Palancash Negrash d'Angola.
Enfin, après avoir raccroché leurs crampons, plusieurs footballeurs se lancent dans d'autres activités pour subvenir à leurs besoins. C'est le cas de Jean-Daniel Ndonzé, ancien international gabonais de football, qui s'est reconverti dans la création des terrains de foot. C'est ce que nous rapporte ici Chivarol Mekui dans son reportage. Né le 24 novembre 1970 à Lambaréné, Jean-Daniel Ndonzé est un ancien international gabonais. Après être passé par l'AS Sogara et Petrosport, le milieu de terrain d'Azigo s'est reconverti dans la création des terrains de football. C'est après la CAN 2012 que j'ai eu l'idée, n'est-ce pas, de me lancer dans ce métier qui fait partie des parties intégrantes des métiers du sport. Je suis allé voir M. Diarra Karamboko, qui lui est basé au Gabon depuis plusieurs années et qui fait sur les aires de jeu. Ce dernier avait accepté de m'accompagner dans ce nouveau projet. Pour garantir la qualité du jeu des footballeurs, l'installation du gazon nécessite plusieurs étapes. Mettre en place un fond de forme sur lequel j'étale de la terre noire mélangée au sable gros grain. Il faut déjà la tamiser afin d'éviter tout déchet. Tamiser également le sable mélangé et la terre noire et du sable gros grain. Ensuite, étaler sur toute la surface du fond de forme, faire passer un rouleau dessus afin de compacter cette terre-là et ensuite la scarifier et semer. Après semer, il faut repasser le rouleau pour que la graine semée soit en contact avec le sol et enfin arroser très légèrement, sans pression, parce qu'avec la pression, vous voyez très bien que la graine va remonter sur la surface du fond de forme. Jean-Daniel Ndonzé est membre du nouveau bureau de l'Association des footballeurs du Gabon qui a été installé le 12 septembre 2020. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des titres. La force de la parole, c'est le titre de l'ouvrage que vient de publier notre compatriote Serge Brice Ngodjou aux éditions du Panthéon, un livre qui démontre le pouvoir de la parole d'un individu. Le 34e sommet de l'Union africaine se tient ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie. La culture et le patrimoine à l'honneur de cette rencontre. Et puis, sport, football, dans le cadre du championnat d'Afrique des nations de football, l'on joue ce week-end pour le match de classement et pour la finale. Vous avez entendu tous les détails avec Veka Brice. Non. Ce journal a été réalisé par Claudette Eoré, grâce à la collaboration technique de Clément Bolamikoumou, à la présentation Marie-Clotilde Bingouma. Merci d'avoir suivi cette édition d'information.